sur Feedback, le podcast autour du management et du leadership. Je suis Elodie, manager depuis 14 ans, et ma mission, c'est d'aider les salariés et entrepreneurs à prendre confiance en elles pour manager sereinement leur équipe. Alors si toi aussi tu es convaincu qu'on peut avoir un management bienveillant et un leadership affirmé sans écraser les autres, abonne-toi. Tu trouveras ici tous mes conseils et retours d'expérience pour t'aider à devenir une des leaders de demain. Je te souhaite une agréable écoute. Hello hello. Aujourd'hui, on se retrouve avec une interview de la reine du recrutement et de la délégation, j'ai nommé Sonia Lerambourg. Sonia, elle travaille depuis de nombreuses années dans le milieu de l'entrepreneuriat et elle est ce qu'on appelle une OBM, une Office Business Manager, c'est-à-dire qu'elle accompagne les dirigeants et dirigeantes d'entreprises à structurer leur activité et à faire pour eux toutes les étapes de recrutement et aussi de la gestion de projets. Je voulais inviter Sonia sur ce podcast parce que je sais qu'elle a testé 1001 façons de recruter et elle est habituée à préparer ce genre de délégation et à préparer aussi l'onboarding des personnes qui étaient recrutées. Tu verras, c'est un épisode qui est bourré d'astuces, de conseils et surtout, comme on le dit à un moment, prends le temps de prendre des notes, où que tu sois, sauf si t'es au volant, bien évidemment, mais il y a beaucoup de valeur dans cette interview. Je te souhaite une très bonne écoute. Bonjour Sonia, je suis super contente de te recevoir aujourd'hui sur le podcast Feedback pour parler recrutement, délégation, c'est un petit peu ta spécialité. Et on se suit depuis quelques temps déjà sur Insta et je suis vraiment ravie de te recevoir ici parce que pour moi, t'es l'une des meilleurs, des mentors, des personnes qui m'ont beaucoup inspirée pour toute cette partie-là. Donc, je suis vraiment super contente de te recevoir aujourd'hui. Est-ce que déjà, tu peux commencer à te présenter pour les auditeurs et les auditrices qui te connaîtraient pas, raconter un petit peu ton parcours pour qu'on puisse en savoir un petit peu plus sur toi et après, on enchaînera avec les questions. Super. Écoute, tout d'abord, merci Elodie pour cette belle invitation. Merci de me recevoir. C'est toujours un plaisir et un honneur d'intervenir dans des podcasts. Merci beaucoup pour cette belle introduction. Alors, pour me présenter un petit peu, donc je suis Sonia Lerambourg, je suis Online Business Manager. Donc ça, c'est le titre facile et officiel. Concrètement, j'ai un petit peu plusieurs casquettes. J'ai une casquette, moi je dis plutôt directrice des opérations plutôt que OBM. Je me reconnais un petit peu plus dans cet aspect-là, bien que je fasse quand même un joli 360 degrés quand j'interviens chez les clients. Mais je suis quand même très dans la gestion des opérations. Et donc, généralement, j'ai un client à la fois chez qui je travaille en tant que directrice des opérations externalisées. Et donc, je travaille avec eux. C'est un peu le côté, souvent on entend bras droit, donc je suis un peu moins à l'aise avec ce terme-là qui peut englober beaucoup de choses. C'est un peu un terme fourre-tout. Mais en gros, je suis avec eux sur le terrain. Et avec une personne sur le terrain, un entrepreneur, une entreprise. Et je les accompagne à structurer, restructurer. Généralement, je suis là quand il y a une belle croissance qui a été faite et qu'il y a besoin en fait de remettre en place des choses de manière à aller soutenir la croissance et pouvoir continuer en fait justement cette montée en charge. Je fais aussi de l'accompagnement, du consulting auprès d'entrepreneurs qui souhaitent aussi développer leur entreprise d'un point de vue structurel, mais je n'interviens pas directement chez eux. Et puis plus récemment, j'ai ouvert aussi un petit peu de mentorat pour les business managers et les assistantes virtuelles. C'est tout nouveau, ça faisait longtemps qu'on me le demandait, j'avais pas encore trouvé l'angle en fait pour le faire et j'ai récemment trouvé. Voilà, et puis la dernière casquette, en le lisant, je me dis wow, je fais plein de choses en fait. Ça fait pas mal déjà. Ça fait beaucoup. Dernière casquette, je viens de sortir avec mon conjoint, c'est un projet en collaboration, une application à destination des solopreneurs, des indépendants, une application de pilotage de gestion d'entreprise, sans surprise. Voilà un petit peu pour tout ce que je fais aujourd'hui. Et puis très très rapidement sur le parcours, j'ai commencé en 2016 en tant que digital nomade. À l'époque, je vivais sur mon voilier. J'étais pas du tout freelance ou quoi que ce soit. J'étais en fait, moi je sortais d'une école j'ai un diplôme pour être prof de français.
D'accord. Donc rien à voir. J'ai découvert le freelancing sur mon chemin, je me suis lancée dedans. J'ai fait des tas de choses pendant entre 2016 et 2019. Je vous passe tous les détails. Et puis en 2019, je me suis réorientée, réalignée un petit peu en tant que assistante virtuelle parce qu'en fait, c'est ce que je faisais déjà avec certains clients et du coup, j'adorais ça. Et puis très vite, en gros, je suis passée de assistante virtuelle à business manager. C'est souvent le parcours qu'on a. À l'époque, c'était pas encore très connu sur le marché, business manager. Et donc, j'avais encore du mal à comprendre ce que je faisais. Je voyais bien que je faisais plus que de l'assistanat, mais en même temps, je n'arrivais pas trop à définir. Et puis, j'ai un client un jour qui m'a dit, mais tu devrais aller regarder, alors j'ai oublié son nom, mais une OBM, en fait, aux États-Unis, qui était en fait l'OBM des rockstars, des solopreneurs américains. Et du coup, j'ai découvert ce métier-là, justement en regardant un petit peu outre-Atlantique. Et je me suis dit, ah, mais voilà, c'est ça. C'est ça le terme de ce que je fais tous les jours. La révélation a été à ce moment-là. Et puis, du coup, j'ai progressé dans cette voie. Donc, depuis à peu près début 2020, quoi. Depuis début 2020, j'ai compris que j'étais OBM et je suis partie là-dessus. Ok. Merci beaucoup pour cette présentation. Et du coup, voilà, c'est par rapport à tout ton parcours, ton métier en tant que OBM, donc Office Business Manager, bras droit pour simplifier, même si t'aimes pas utiliser ce terme-là, mais voilà. Et en fait, t'as beaucoup parlé de délégation, de recrutement. Moi, ça fait un moment que je te suis sur Instagram notamment. Et on voyait bien que c'était quelque chose aussi qui te passionnait. Et du coup, moi, je voulais t'inviter aujourd'hui pour qu'on puisse balayer en fait les différentes étapes quand on souhaite déléguer, recruter quelqu'un. Donc, ça passe par le recrutement, l'onboarding, comme on dit, l'arrivée de la personne, comment est-ce qu'on peut bien l'intégrer, et après, la délégation qui s'ensuit. Bon, là, après, on pourrait faire tout un épisode de podcast là-dessus. Donc, on va plutôt s'attacher à la partie avant, c'est-à-dire, déjà, ma première question, c'est quand est-ce qu'on doit déléguer? C'est quand le bon moment? Quand est-ce qu'on sait qu'on doit le faire? Et en fait, je me suis aussi permise de t'inviter parce que je sais que tes idées, ta vision des choses peut aussi aider des salariés. Parce aussi, on peut être en mode manager avec une petite équipe de 2-3 personnes et on sait jamais vraiment quand est-ce qu'on doit intégrer une 4e personne ou pas. Et je sais que tes conseils, que ça soit sur la délégation, le recrutement, l'onboarding, vont aider aussi des personnes qui sont dans le salariat et des personnes du coup qui sont aussi indépendantes. Donc ma première question, ça serait quand est-ce qu'on sait qu'on doit passer le cap, que ça y est, c'est le moment de déléguer? Très bonne question et j'aime beaucoup aussi le fait de l'orienter un peu en tant que je suis manager et en fait comment je sais que je dois déléguer. C'est rigolo parce que ça c'est quelque chose que je vis moi personnellement du coup. Donc j'ai un peu les deux, je vais pouvoir te partager les deux sides. Super. À la fois pour un entrepreneur qui se développe, quand est-ce que c'est le bon moment? Et pour le manager, parce que c'est vraiment une question que je me pose justement en ce moment chez le client chez qui je suis, où c'est pas toujours évident en fait de faire la part entre ce qu'on doit déléguer et ce qu'on peut déléguer plutôt et ce qu'on devrait garder. Alors pour parler du solopreneur qui se développe, qui a encore jamais vraiment délégué, il y a plusieurs, je dirais qu'il y a plusieurs temps, plusieurs choses qui peuvent donner la puce à l'oreille de tiens, c'est peut-être le bon moment pour moi de déléguer. Premièrement, il commence à y avoir un flot de tâches vraiment indiscontinu et on est dans cette sensation de non mais ça va bientôt s'arrêter, ça va se calmer et ça ne se calme pas. Oui, spoiler alerte, c'est clair, ça se calme jamais. Généralement, quand on est en croissance, si vous avez entamé vraiment une phase de croissance, ça va pas se calmer en effet. Alors attention parce que recruter dans l'urgence, c'est pas forcément, on en parlera peut-être tout à l'heure, mais c'est pas forcément une bonne chose non plus. Mais en tout cas, c'est un indicateur. Tiens, je suis dans une phase de croissance et en fait, il se trouve que ça s'arrête pas vraiment. Premier indicateur. Deuxième indicateur, je dirais que c'est le chiffre d'affaires. Alors, bien entendu, ce n'est qu'un indicateur, le chiffre d'affaires, mais je trouve qu'il y a quand même de vraies problématiques structurelles qui arrivent en fonction des paliers de chiffre d'affaires. Et donc, j'ai la sensation, par rapport à l'expérience de terrain, de ce que je vois de la majorité des entrepreneurs que j'accompagne et que j'ai accompagnés, c'est qu'il y a un premier palier qui va se faire aux alentours de 50 à 70 000 euros hors taxes par an. Ça peut être un indicateur parce qu'en fait, c'est là où on commence à entamer une éventuelle phase de croissance vers le second palier, les fameux 100 000, qui sont, ça reste qu'un chiffre, mais c'est quand même un palier intéressant en termes de structure. Donc, quand on arrive à 50, 70, on peut se dire, tiens, si j'ai envie de
continuer, si j'ai envie de passer ce cap-là et d'aller vers la croissance, en fait, je pourrais pas rester seule, en fait, si je veux atteindre les fameux 100 000 ou 200 000, etc. Alors, il y a des contre-exemples, hein. J'ai notamment interviewé Alexis Minkala, que certains connaissent, Tout à fait, qui oui. a un business à 6 chiffres et qui est Solo. relativement solo dans son business. Attention, il délègue quand même des choses. Donc, ça dépend de la vision qu'on a aussi. Il délègue des choses, des tâches assez ponctuelles peut-être dans le techniques et temps. ponctuelles. Ouais. Voilà, exactement. Mais il n'a pas d'équipe à proprement parler. Il gère encore l'ensemble tout seul, etc. Donc, il peut y avoir des contre-exemples. Je dirais que ça dépend un peu où on veut aller aussi et comment on veut aller. Et là, on en parlera peut-être, mais la vision aussi est un très, très bon indicateur. Tu vois, un entrepreneur comme Alexis, il va pas avoir cette vision de je veux monter un empire, de je veux être le leader du marché, etc. Il a plus cette vision du soloprenariat. Et puis d'autres entrepreneurs, on va citer Aline par exemple de The Bee Boost, qui a une vision beaucoup plus leader du marché, etc. Et qui donc ça fait sens d'aller créer une équipe. Pour la partie plus manager, donc je suis manager et je me demande en fait à quel moment c'est un bon indicateur de déléguer. Pour moi, un des indicateurs notamment que je vis en ce moment, c'est mais en fait c'est la même chose que l'entrepreneur, hein. C'est quand on est a un petit plus peu le temps. l'entrepreneur de son équipe, hein. Moi je fais souvent Voilà. ce parallèle-là, hein. Quand on gère une équipe, c'est un peu comme si on gérait une mini-entreprise, donc on va avoir un peu les mêmes réflexes. C'est pour ça que je me permets à chaque fois de faire les parallèles, mais vas-y, je te laisse c'est exactement ça. Et en fait c'est la même chose, c'est-à-dire que moi par exemple je suis dans cette phase-là en ce moment, et quel est cet indicateur? C'est en fait je n'ai jamais le temps de me poser sur les tâches comment dire long terme, stratégiques. Je suis tout le temps sur le terrain avec l'équipe, systématiquement. Je suis soit en réunion, soit en train de gérer X, Y, Z, soit en train de gérer une urgence, etc. Et en fait, ma to-do ne se désemplit jamais parce que, en fait, j'ai jamais le temps de me poser dessus. Donc la to-do du genre se poser pour le prochain recrutement, se poser sur la restructuration de X, Y, Z, etc. Donc ça, c'est un très très bon indicateur. Et en fait, moi concrètement, et du coup, que ce soit en tant que manager ou en tant qu'entrepreneur, il y a 2 aspects. Le premier, c'est il y a une vague à passer, il y a un rush à passer, on le passe. On ne pourra pas faire de miracle à ce moment-là. Donc passons ce rush-là, passons cette vague-là. Et ensuite, par contre, la priorité, c'est vraiment de se poser, de mettre un gros stop. Les choses vont continuer de toute façon. C'est-à-dire que de toute façon, on sera constamment sollicité par l'équipe, par les clients, par peu importe. Donc ça ne s'arrêtera jamais. Donc il faut un peu faire face à ça et dire en fait soit à son équipe, soit alors, ses clients, on s'entend, mais en tout cas organiser l'entreprise de manière à ce que on ait du temps devant soi pour aller préparer la suite et préparer ces fameux recrutements. Et donc là, c'est peut-être la question suivante, donc je vais pas trop l'anticiper, mais du coup, identifier ce qu'on a besoin de déléguer, et recruter en fonction, quoi. Je vais juste préciser un élément parce que c'est important. Tu as fait le parallèle avec les paliers de chiffre d'affaires pour les entrepreneurs. Quand on est dans une entreprise plus ou moins grosse et qu'on gère une équipe, c'est intéressant aussi de s'intéresser aux paliers de chiffre d'affaires de son entreprise. Et ce qui est intéressant, moi, ce que je regardais souvent, c'était aussi le taux de masse salariale. Il y a aussi une idée du taux de masse salariale qu'on peut avoir dans le milieu dans lequel on est. Ça peut être de 20 à 30% par exemple. Dans certains métiers, ça peut être plus. Dans d'autres métiers, ça peut être moins. Mais c'est aussi des indicateurs qui peuvent indiquer si on est en surcharge ou si on est en sureffectif. Et ça permet vraiment d'avoir ce genre de petit indicateur qui peut nous aider à valider, on va dire, entre guillemets, la décision. Voilà. Ok, hyper intéressant de préciser ça. Alors c'est vrai que moi, je suis pas experte vraiment du côté salariat, donc on échange toutes les deux. Moi, ça me permet de compléter aussi pour ceux qui sont dans le côté plus salarié. C'est pour ça que j'aime beaucoup aussi les échanges avec les entrepreneurs. C'est que souvent, vous êtes un peu à l'étape d'après dans ce milieu-là par rapport au salariat. Moi, je l'ai vu sur plein de choses et je me permets de compléter et de donner des exemples du coup par rapport aux personnes qui sont salariées pour qu'elles puissent se projeter aussi par rapport à ce qu'on dit. Donc, je suis là pour ça, moi. Parfait. Hyper intéressant aussi pour moi d'avoir cette vision-là, tu vois, que j'ai moins. Même si je trouve intéressant quand on est entrepreneur de s'inspirer malgré tout du monde du salariat. Il y a parfois un rejet et c'est normal, hein, parce que quand on commence à devenir entrepreneur, on a envie de casser les codes, on a envie de faire différemment de ce qu'on a vécu dans le monde de l'entreprise. Mais moi personnellement, je veux dire
mon expérience, en fait, je n'ai jamais vécu d'expérience en entreprise. J'ai jamais été salariée. Alors oui, j'ai été salariée quand j'étais étudiante sur des jobs étudiants, mais je les compte pas vraiment comme une expérience vraiment en entreprise. Et donc je suis arrivée dans le monde du travail directement en tant que freelance entrepreneur. Et donc c'est quelque chose que j'ai pas forcément dans ma valise. Parfois, ça fait partie du syndrome de l'imposteur que je porte, disons-le clairement. C'est aussi une force que j'ai parce que je suis un peu neutre de ce côté-là. Donc voilà, il y a les avantages et les inconvénients. Comme dans tout. Du coup, n'ayant pas véritablement cette expérience, je trouve hyper intéressant personnellement de m'inspirer du monde de l'entreprise. Franchement, tout n'est pas à jeter. Et loin de là. Et d'ailleurs, souvent, les entrepreneurs font cette erreur de jeter beaucoup de choses du monde de l'entreprise, alors que, c'est pas pour rien non plus que ça marche depuis des années aussi. Voilà, c'est ça. Donc, voilà, juste le petit parallèle, rebondissement là-dessus. Il y a beaucoup de choses à prendre aussi là-dedans. Mais c'est pour ça, je pense, que c'est des milieux qui doivent s'auto-alimenter et s'alimenter dans les deux sens. Et souvent, quand j'interviewe des entrepreneurs, voilà, je me permets de faire le petit parallèle du côté salariat ou entreprise pour que chacun puisse puiser ce dont il a besoin dans les échanges. Ça. Ok. Du coup, voilà, là, on a vu quand est-ce qu'on pouvait imaginer un recrutement pour agrandir l'équipe. Quels sont, toi, dans tous les recrutements que tu as faits, je sais que tu en as fait quelques-uns quand même, voire même pas mal, quels sont les meilleurs conseils ou les plus grosses erreurs qu'il faudrait éviter quand on recrute? Alors, pour moi, la plus grosse erreur, c'est de recruter dans l'urgence. Ça, c'est une mauvaise chose parce que, en fait, quelle que soit la personne qu'on recrute, qu'elle soit junior, senior, la meilleure du marché sur sa thématique, etc., personne n'a pour l'instant de baguette magique et de pouvoir qui fait qu'en un claquement de doigts, on va résoudre les problèmes. En fait, un recrutement, il n'est pas là pour venir sauver le bateau qui est en train de couler. Un recrutement, il est là pour ajouter de la compétence et ajouter de la ressource à l'entreprise. Donc, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas non plus recruter quelqu'un pour nous aider quand on est un petit peu dans la panade, mais il faut en avoir conscience et il faut ne pas avoir d'attente. Et là, je le dis vraiment, il faut, quoi. C'est souvent, je me dis, non, faut pas faire d'injonction, mais là, si. Vraiment. Tu tapes le poing sur la table, il faut. C'est important. C'est important parce que je vois trop d'entrepreneurs, en fait, faire cette erreur, mais qui est normale, je veux dire, je jette pas la pierre. Mais du coup, ça se passe très, très mal parce que les attentes, en fait, en face de la personne qu'on recrute sont beaucoup trop grandes par rapport à ce que la personne peut faire dans ces conditions. Versus, si je suis consciente que de toute façon, en ce moment, il y a des feux de partout dans mon entreprise et donc je vais recruter quelqu'un pour m'aider à les éteindre, mais je sais bien qu'elle va pas tout arranger, c'est juste que j'ai besoin d'aide sur le moment. On va faire comme on peut ensemble, c'est ok de son côté, c'est ok du mien et on peut y aller. Donc ça, c'est la première chose que je dirais. Donc les bonnes pratiques, c'est ça? Ouais, bonnes pratiques ou grosses erreurs, comme dans le sens que tu le souhaites. Bonne pratique aussi, ce serait c'est un peu corrélé à ce que je viens de dire, mais c'est prendre le temps en fait de faire un recrutement. C'est pas la même chose, oui. C'est corrélé, mais c'est pas la même chose. C'est exactement. C'est ça. En fait, en faire un vrai projet. C'est-à-dire ouvrir le planning, ouvrir l'agenda et se dire, ok, à quel moment en fait c'est propice dans mon planning de faire un recrutement parce que ça va prendre du temps. Même si on fait pas un recrutement à grande échelle, parce que c'est vrai qu'il y a aussi dans les bonnes pratiques que je pourrais donner, plusieurs niveaux de recrutement. Quand je dis niveau, c'est que on peut faire quelque chose à très très petite échelle. C'est-à-dire, je vais poser à plat mon besoin, mais je vais simplement demander à mon réseau de me mettre en contact avec 1 ou 2 ou 3 personnes. Je vais rencontrer ces quelques personnes, je vais choisir la meilleure pour moi, et puis je vais avancer. Mais il y a aussi le niveau, il peut y avoir plein d'échelles entre, mais le entre guillemets dernière étape, c'est j'ai une grosse audience par exemple, je vais faire carrément un appel à mon audience ou je vais appeler un recruteur, enfin j'en sais rien, mais il va y avoir vraiment là beaucoup d'étapes à passer, c'est-à-dire qu'on peut pas trier de la même façon 3 personnes qui sont recommandées que 250 personnes qui arrivent de l'audience. Voilà, il y a quand même des choses différentes à pareil, faire. Oui. C'est pas tout à fait la même chose, mais dans tous les cas. Alors déjà, identifier
un petit peu le niveau de type de recrutement. Est-ce qu'on va faire un recrutement grande échelle ou pas? Se demander en fait pourquoi, comment, etc. Et caler ça dans l'agenda. Ça pour moi c'est une très bonne pratique parce que dans tous les cas ça va prendre du temps, passer des appels, se poser, réfléchir, envoyer des emails, etc. Bref, ça prend du temps. Et puis aussi justement se questionner sur quel type de recrutement on a besoin. Est-ce que c'est suffisant pour moi d'avoir des recommandations parce que j'ai très clairement identifié mon besoin et en fait je sais que mon réseau peut avoir la réponse à mon besoin directement, ou est-ce que je vais vraiment aller chercher dans la masse parce que je veux un profil vraiment spécifique et que c'est quelqu'un que je vais embaucher par exemple en salariat ou quelque chose comme ça, et donc ça va être intéressant pour moi d'aller chercher cette personne un peu plus dans la masse que simplement de la recommandation. Donc ça dépend aussi de votre fonctionnement. Je vois des entrepreneurs qui préfèrent vraiment rester sur de la recommandation, quel que soit le type de recrutement. D'autres qui préfèrent aller chercher dans la masse parce que c'est plus intéressant pour eux d'aller vraiment trouver la pépite dans la meule de foin. Voilà, donc là, il n'y a pas typiquement vraiment de réponse, mais... Oui, c'est chacun qui se sent par rapport à ça et qui fait selon son feeling aussi. Ouais, complètement. Voilà pour les quelques bonnes pratiques. J'imagine que si je me pose 3 minutes, je peux en trouver d'autres, mais là, c'est celles qui me viennent. C'est déjà pas mal. Et je vais rebondir sur le fait qu'il faut prendre son temps. J'ai dit que c'est important que tu fasses la différence. Parce que oui, il faut pas recruter dans l'urgence, mais c'est pas parce que tu décides de faire le recrutement de façon pas précipitée et t'es pas débordé de partout, etc., qu'il faut pas prendre le temps de le faire correctement. Et souvent ça, on l'oublie. Moi, je me suis retrouvée combien de fois à recruter. Alors même le dernier, celui que j'ai fait pour ma bras droit, Alice, je l'ai recruté un peu en mode urgence, mais j'ai pris le temps de le préparer, de le faire sereinement. Et combien de fois je me suis retrouvée dans mon poste de salarié de me dire « Ah bon, ben ok, le recrutement est validé, on y va ». Mais en fait, on oublie de se dire que c'est une tâche supplémentaire dans son emploi du temps. Et en fait, on se dit qu'on va le caler dans déjà tout ce qu'on a à faire, et pas du tout, ça déborde. Ah oui. Très clairement, entre les entretiens, le tri des CV, les réponses à donner, les X entretiens qu'on veut faire, si on veut en faire plusieurs. Et on oublie qu'en fait, c'est un projet à part et qui va prendre dans une semaine, suivant la taille du recrutement, le nombre de personnes qu'on a, mais ça va bien prendre un tiers de notre temps dans une semaine, quoi. Ah oui. Facilement. Minimum. Ouais, minimum. Ouais. Or, c'est quelque chose qu'on n'anticipe pas du tout la plupart du temps, enfin les premiers qu'on fait. Donc, c'est pour ça que c'était intéressant pour moi que tu parles du fait que c'était un projet et qu'il fallait prendre le temps de le faire, parce que on se dit, ok, on prend la décision de recruter, mais on oublie souvent tout le temps que ça prend derrière pour tous les entretiens, l'annonce, les CV, etc., etc. Moi, j'ai pu faire des recrutements où on recevait 200 CV en un jour. Donc, c'est pas gérable, en fait, si on n'y consacre que 1 heure dans sa semaine. Très clairement, voilà. Donc, prévoyez du temps pour ça, pour le faire correctement. Donc, j'ai bien aimé le conseil par rapport à ça, parce que les premières fois, on le capte pas forcément. Oui, et même pour un, entre guillemets, petit recrutement. Là, je suis en plein dedans pour ma cliente. On recrute des closers. Et en fait, c'est un petit recrutement dans le sens où, en fait, tous les closers nous ont été recommandés et on en a vu, je crois, on en a fait 3, 4, on a fait 5 entretiens. Donc, c'est pas non plus très gros. On n'a pas fait on n'a pas fait de candidature avant. Enfin, ça a vraiment été le bouche à oreille. Et on a simplement pris rendez-vous avec les personnes, on les a reçus, on leur a posé des questions. Alors, j'avais préparé un petit peu le terrain avant, mais c'est entre guillemets, c'est rien. Oui, mais les entretiens, c'est quand même long. 5, c'est déjà pas mal, hein. C'est pas mal. Et en fait, ça prend aussi beaucoup de charge mentale. Ça prend du temps, de réflexion. Bref, même quand ça paraît, entre guillemets, petit, ça reste quand même conséquent dans une semaine, dans ce que ça prend comme temps. Je ferai juste une petite distinction avec un recrutement, en quelque sorte, qu'on peut faire, entre guillemets, juste. Je mets un gros guillemets à ce mot juste, pour déléguer une tâche spécifique. Oui. Par exemple. Tu fais très bien de préciser. Oui. Eh ben, parfait. Par exemple, je vais déléguer une page de vente à un copywriter, ou je vais déléguer le montage de mon podcast à un podcast manager. Ce genre de choses-là, c'est, je trouve, relativement différent parce que là, on va avoir
l'entrepreneur, enfin le freelance en face de nous, qui va aussi faire son job entre guillemets dans le recrutement. C'est-à-dire que souvent, et c'est ce que je vous conseille d'ailleurs si vous êtes freelance, c'est que ils vont prendre le temps de faire une proposition, etc. En fait, là, on est plus dans la position de client. Oui, fournisseur-client, c'est exactement ce que j'allais dire, tout à fait. Que de recruteur, véritablement recruteur. Donc, ça prend un petit peu de temps aussi, mais ça va surtout en prendre après. Parce que, du coup, il va falloir donner beaucoup d'informations. Je pense au copywriter, il va falloir le nourrir, ce copywriter, si on veut qu'il fasse du travail. Pareil pour un monteur. Alors, ça demande peut-être un petit peu moins de travail, mais il faut quand même falloir lui expliquer avec quel logiciel on travaille, etc. Bref, il va falloir l'onboarder techniquement. Donc, c'est surtout du temps après que ça prend ce type de recrutement versus intégrer quelqu'un à notre entreprise, même si c'est un freelance. Là, ça va véritablement prendre du temps. Voilà pour le petit distinguo. En fait, il faut voir si on fait un recrutement ou si on va travailler avec un prestataire. Moi, j'aime bien le dire comme ça. C'est des tâches très précises et même, je vais faire aussi le parallèle entreprise, on va avoir des prestataires qui vont intervenir sur des missions à durée déterminée, on va dire 2-3 mois, refaire un site internet, mettre en place un e-commerce, travailler sur la mise en place d'un logiciel, ce genre de choses. Là, on parle pas vraiment d'un recrutement, on va faire plus un benchmarking, on va dire, des possibilités, des différents prestataires qu'on pourrait appeler pour ce genre de mission. Pour moi, voilà, c'est pas vraiment un recrutement, c'est un travail de client à fournisseur. Et effectivement, comme tu dis, la personne en face va faire une grande partie du boulot parce que lui, il va vendre sa prestation. Donc, on va aussi prendre tous ses codes, sa façon de travailler aussi et s'y caler un petit peu. Donc, effectivement, voilà, il y a le côté prestataire et le côté j'intègre quelqu'un dans mon équipe pour travailler à mes côtés de façon vraiment continue. Exactement, c'est ça. C'est avec le prestataire, on va se laisser porter par ses process, versus quand tu intègres quelqu'un, tu vas faire rentrer cette personne dans tes process. Voilà. Et du coup, je réponds à la question précédente. Autre bonne pratique, très important d'avoir un peu posé les choses en termes de process, structure, système, etc. avant. Ça veut pas dire que tout soit parfait. D'ailleurs, souvent la personne qu'on recrute est là pour nous aider à travailler sur ça, mais au moins avoir posé à plat, avoir conscience des choses qu'il y a. Avoir un peu mis son cerveau sur le papier ou dans un logiciel, de manière à ce que, justement, quand la personne arrive, elle est en mesure, quand elle prend les clés, de voir un petit peu ce qu'il y a. Parce que des fois, c'est tellement flou que c'est très, très compliqué pour les collaborateurs de rentrer, quoi. Ouais, complètement. Il y a un gros travail à faire de process, préparation, tuto, papier, filmé, peu importe, mais le strict nécessaire, c'est cool si c'est préparé. Alors des fois, quand on est dans l'urgence, on n'a pas le temps, mais c'est bien si ça peut être préparé au maximum parce que ça va nous faire gagner du temps derrière, d'être moins sollicité et la personne rentre carrément avec des pantoufles dans notre entreprise et c'est super agréable, voilà, pour la personne en face. Si on arrive à faire ça, c'est tant mieux. Juste une question aussi sur le recrutement. Il y a, on va pas dire un grand débat, mais moi en tout cas, c'est une question que j'ai souvent. Face à 2-3 candidats un peu similaires, sur quel point on va prioriser le recrutement? Est-ce que toi, tu conseilles de plutôt prioriser les hard skills, c'est-à-dire les compétences techniques, ou est-ce qu'il vaut mieux prioriser les soft skills, donc c'est-à-dire les compétences plus relationnelles? Est-ce que tu pars de l'idée que il vaut mieux recruter quelqu'un d'ultra technique et ultra compétent, même s'il n'a pas l'état d'esprit qu'on recherche? Ou est-ce qu'on part de l'idée que peu importe les compétences techniques, même si c'est pas le bon diplôme, la bonne formation, ou qu'on sent qu'il est un petit peu moins bon que les autres, mais qu'il a les valeurs et l'état d'esprit qui correspond exactement à ce qu'on cherche, donc on va pouvoir le modeler comme on le souhaite. Voilà. Il y a un peu cette distinction. Chacun a un avis très différent, donc ça m'intéresse d'avoir le tien sur ce sujet. Alors, moi, j'ai un avis, gradé. C'est-à-dire, il y a plusieurs strates. Déjà, pour moi, ça va dépendre du besoin de l'entrepreneur. Parce que prendre quelqu'un de junior, je suis complètement d'accord que, en fait, les compétences, ça s'apprend. Il y a rien, entre guillemets, de compliqué. On s'entend, après, chacun ses zones de génie. Mais pour quelqu'un qui va avoir, par exemple, une tendance à aller vers le montage vidéo, il a déjà quelques skills. Honnêtement, apprendre et progresser, c'est absolument pas un problème. Donc, là, la première question à se poser pour moi, c'est de quel niveau j'ai besoin. Parce que faire progresser quelqu'un, comme on l'a dit, ok, c'est absolument pas un souci, mais ça demande du temps. Et donc, en fait, des fois, c'est
c'est lourd pour un entrepreneur de recruter un junior parce que derrière, il va devoir le faire monter en compétences et il n'a pas forcément le temps pour ça. Donc ça, pour moi, c'est une première question à se poser de est-ce que je privilégie en quelque sorte le hard skills ou le soft skills? Donc voilà, le niveau de hard skills, pour moi, il se définit déjà là-dessus. Ensuite, quand je recrute, j'aime bien faire de la manière suivante. Donc, j'évalue le niveau de hard skills dont j'ai besoin. Est-ce que là, sur ce poste-là, j'ai vraiment besoin de quelqu'un de senior ou pas? Et à partir de là, je vais recruter d'abord aux hard skills. C'est-à-dire, je vais vraiment faire le tri là-dessus. Je vais pas dire presque sans me préoccuper de la personnalité de la personne. C'est pas vrai. Je regarde quand même. Mais même en termes de personnalité, de soft skills, c'est des critères très technico-techniques, quoi. Voilà, donc c'est plus comme ça. Et le côté soft skills, pour moi, il apparaît qu'en dernier lieu. C'est-à-dire que à compétences égales, donc je vais me retrouver avec 3 candidats, généralement on finit comme ça. J'ai 3 candidats qui ont entre guillemets les mêmes compétences techniques, donc qui vont répondre à mon besoin de base. En fait, il y aura pas de mauvais recrutement. À partir de là, je peux plus faire d'erreur parce que j'ai bien identifié le niveau entre guillemets de compétences dont j'avais besoin. J'ai bien fait mon tri et donc ces 3 personnes répondent à mon niveau de compétences dont j'ai besoin. Quoi qu'il arrive, oui. Quoi qu'il arrive, ce serait un bon recrutement. Et après, par contre, c'est super important de se sentir à l'aise avec les personnes qui travaillent avec nous, d'autant plus quand on est une toute petite entreprise, TPE, PME, solopreneur, c'est absolument nécessaire parce qu'on est avec eux, même en distanciel, on est avec eux quand même super régulièrement. Donc, c'est à partir de là que j'ouvre vraiment la valve. Ok, soft skills, ouais. soft skills, on va aller approfondir là-dessus. Et où on faisait quelque chose avec Aline que j'aimais beaucoup quand on faisait les recrutements chez elle et que du coup je reproduis maintenant quand j'ai l'occasion de faire des recrutements à aussi grande échelle, c'est que on termine en fait à la fin avec ce qu'elle a appelé speed recruiting. Donc à ce stade-là, on a 3 profils, 3 où on sait que de toute façon le travail sera ce qu'on attend. Et donc, on va faire un très bref rendez-vous de 15 minutes avec la personne, avec des questions entre guillemets toutes bêtes, du genre thé ou café, c'est quoi ta meilleure destination de vacances, si je te dis ça, tu me réponds quoi? Et donc, l'idée, c'est que la personne réponde du tac au tac. Il n'y a pas de mauvaise réponse, vraiment pas. Là, pour le coup, on n'attend absolument rien. Mais la question, c'est de se dire comment je me suis sentie avec ses réponses. Est-ce que j'avais envie d'en savoir plus? Est-ce que quand elle a dit ça, j'étais genre trop d'accord avec elle ou là, moi, je suis pas du tout comme ça. Et donc là, c'est vraiment pour aller chercher le match humain entre les personnes et ça marche super bien. Franchement, Okay. Les 2 recrutements qu'on a fait, alors elle en a fait en 3e où j'étais pas encore là, où j'étais plus là, pardon. Mais les 2 recrutements que j'ai fait comme ça chez elle, ça fonctionnait vraiment du tonnerre, quoi. Ah bah merci pour l'astuce, ouais. Moi, c'est vrai que ça, je l'ai jamais expérimenté. Donc ouais, merci pour le petit tuyau. C'est un super tips. Après, on le fait pas tout le temps. Tu vois, typiquement là, avec les closers qu'on est en train de recruter avec ma cliente, disons que on a eu des recommandations. Donc, on a posé des petites questions comme ça dans le premier entretien, mais on n'a pas fait un entretien spécifiquement comme ça. Je sais pas si tu vois un petit peu la nuance. Tout à fait. L'idée, c'est de pas non plus trop les surdéranger. Mais quand les personnes rentrent vraiment dans un processus, voilà, de recrutement, ils savent qu'il va y avoir plusieurs étapes, qu'ils vont passer l'étape 1, l'étape 2, l'étape 3. Du coup, c'est intéressant de faire ça. Voilà, tout simplement. Ouais, merci beaucoup pour l'astuce, j'aime beaucoup. Je vais peut-être piquer l'idée, tiens. Et en plus, ça rebondit sur la question d'après, mais j'y viens juste après. Je reviens juste sur les soft skills et les hard skills. Alors moi, j'ai pas mal évolué sur le sujet, puisqu'avant, je recrutais beaucoup sur les soft skills. Parce que, d'accord, comme tu l'as dit, j'étais persuadée que la compétence pouvait s'acquérir à terme. Maintenant, j'aime bien faire une distinction comme toi, et je pense qu'on a à peu près la même nuance. Je me pose la question, est-ce que j'ai le temps de former la personne ou pas? Si on recrute dans l'urgence, là, il vaut mieux quelqu'un de ultra compétent qui va prendre le bébé en main très rapidement et parce qu'on sait qu'on va pas avoir du temps disponible pour former la personne. Si par contre, on sait qu'on va pouvoir l'accompagner comme il faut, prendre le temps de la former, de lui montrer tout ce qu'on sait faire, là, le côté hard skills, c'est moins important et on va plus aller chercher le côté soft skills. Voilà. Moi, j'aime bien faire cette distinction-là, mais il m'a fallu des années pour y arriver parce que, alors le recrutement, je tiens déjà à déculpabiliser tout le monde. Ce n'est pas une science exacte, loin de là. On va se tromper, c'est sûr et certain. Je pense que c'est l'un des métiers entre guillemets où c'est sûr et certain qu'on va se tromper. Voilà, donc on n'est pas un mauvais manager, on n'est pas un mauvais recruteur, on n'est pas un mauvais entrepreneur si on se trompe sur un recrutement, pas du tout.
parce que de toute façon, les personnes sont là aussi pour se vendre. Donc, on peut aussi découvrir plein de choses après. Tout à fait. Mais du coup, voilà, j'ai mis pas mal d'années pour réajuster, on va dire, ce curseur entre soft skills et hard skills. Et je vois qu'on est assez raccord là-dessus. Ouais. Je rajoute aussi une chose, tu m'y fais penser, tu vois, là, je travaille avec une cliente en consulting qui se pose la question, justement, est-ce que je prends un junior ou un senior? Le temps, elle l'a. C'est pas tellement une question de temps pour elle. Par contre, comment dire, le fait de faire monter les gens en compétences dans son entreprise, ça lui prend énormément d'énergie et de charge mentale. Et donc, du coup, le conseil que je lui ai donné, c'est plutôt prends quelqu'un de senior, parce que même si tu as le temps de le faire, bah, en fait, tu recrutes quelqu'un pour te décharger de la charge mentale, mais si tu la gardes avec les problématiques de montée en compétences, ça va rien changer à ton quotidien. Donc, il y a aussi cette petite nuance-là qu'on peut ajouter. Merci beaucoup, sur le côté envie et énergie, ou est-ce que c'est quelque chose, effectivement, qui nous anime ou pas? Je sais qu'il y a aussi beaucoup de personnes qui aiment bien prendre des apprentis. Oui. C'est pas parce que tout le monde le fait qu'on va le faire. Ça, c'est aussi dans l'envie de transmettre des compétences, ce genre de choses. Mais si c'est pas notre kiff, c'est pas notre kiff, quoi. C'est pas grave. C'est ok sur ça. C'est ça. Ouais. Oui. Mais il faut pas regarder que le côté financier avec les stagiaires ou les alternants. C'est vrai que ça donne envie, surtout quand on est solopreneur. Puis en plus, il y a plein d'aides. Alors, je sais pas si elles sont encore d'actualité, mais il y a eu à un moment donné énormément d'aides de l'État, ce qui fait que en termes de budget, on avait quelqu'un à quasi temps plein dans l'entreprise pour franchement rien, quoi, quelques centaines d'euros par mois. Donc c'est très très attractif. Mais par contre, j'en ai vu s'épuiser. Eh oui. Avec ça. Donc voilà, faut vraiment faire attention. Complètement. C'est bien de réfléchir au temps qu'on a de disponible et, comme tu dis, à l'énergie que ça nous prend ou pas de transmettre et de former quelqu'un. Alors du coup, je rebondis sur ce que tu nous as dit sur le speed recruiting, si j'ai gardé le bon terme. C'est ça. Est-ce que tu as vu dans d'autres entreprises, chez d'autres entrepreneurs, une technique de recrutement, une astuce, un modèle, je sais pas, peu importe, qui t'a beaucoup plu et tu dis ça, je le veux et je veux l'appliquer dans mon process, je le pique. Ça serait quoi? Alors 1, 2, 3, peu importe, voilà. Bon, le premier, le speed recruiting de chez The Bee Boost, clairement, que j'ai intégré dans mes recrutements. Et alors après, je vais pas avoir spécialement de points comme ça très précis. En revanche, il y a une entreprise qui m'a beaucoup inspirée pour les recrutements, c'est Marketing Mania. Peut-être que tu connais cette entreprise de Stan Leloup, voilà, que j'ai beaucoup étudié en fait pour préparer moi-même mes propres recrutements, parce que moi je suis vraiment de la team autodidacte. Donc je me suis aussi formée officiellement auprès dans des formations auprès de mentors, coachs, etc. en management et gestion de projet, mais j'ai quand même appris énormément de choses toute seule sur le terrain, parce que comme je l'ai dit, je ne sors pas d'une école de management ou autre. Et franchement, les recrutements de Stan Leloup, moi je vous les conseille de les suivre quand il en fait, et si vous cherchez à faire des recrutements, ils sont pépites. Et en fait, j'en ai analysé plusieurs, c'est-à-dire que je regardais l'ensemble de la fiche de poste, comment elle est fichue, l'ensemble du questionnaire, j'allais remplir le questionnaire sans le valider, bien sûr, parce que pour voir les c'est pas de... Oui, voilà. Donc, pour voir évidemment, les questions et les étapes et comment c'était construit, C'est ça. Donc, bien sûr, j'ai pas accès à l'ensemble après du recrutement et des diverses étapes, mais ça donne déjà une très bonne idée. Et ce que j'ai fait à un moment donné, ce que je vous invite aussi à faire, c'est de m'abonner à certains entrepreneurs où je sais qu'il y a des recrutements régulièrement. Et comme ça, je reçois les newsletters avec les recrutements et du coup, ça permet d'aller les analyser un petit peu. Et il y a toujours des bonnes choses à prendre, en fait. Je pense par exemple à une entrepreneur, tiens, si j'ai un tips à communiquer, une bonne idée, qui fait sa fiche de poste sur le modèle d'une page de vente. Et je trouve ça hyper intéressant parce que l'idée, c'est aussi de vendre son entreprise. Alors, faut pas, comme une vraie page de vente, mettre des mensonges ou autre. Mais je trouve ça vachement sympa parce que sur la fiche de poste, en fait, il y a des personnes de l'équipe qui font une petite vidéo, un petit témoignage. Il y a aussi des témoignages des clients. Donc, c'est-à-dire, en gros, comment ça se passe dans l'entreprise. C'est pas juste une espèce de papier un peu froid en mode voilà l'entreprise et ses objectifs et Ça va plus loin et je trouvais ça vachement sympa. Et donc, je dirais que le meilleur conseil que je pourrais donner là-dessus, c'est de ne pas hésiter à aller regarder les recrutements des autres entrepreneurs. Et aussi, très bonne piste que je regarde de temps en temps, c'est les plateformes type Welcome to the Jungle, qui sont des plateformes de recrutement spécialisées. Donc, c'est un peu plus lisse dans le sens où les recrutements sont quand même un peu
formaté. Mais il y a des bonnes choses à prendre parce qu'il y a des entreprises qui essayent malgré tout de se présenter de manière un peu originale, de demander des choses originales à leurs candidats, etc. Et voilà, donc en gros, je dirais que pour faire un recrutement, l'idéal, si c'est un gros recrutement pour soi, c'est de prendre le temps, on l'a déjà dit, et du coup de faire une première phase un peu comme ça de recherche, d'aller s'inspirer sur, tiens, quelles sont les bonnes pratiques de recrutement que je peux aller chercher sur le marché, quoi. Alors, je rebondis sur ce que tu as dit. Effectivement, l'idée de la page de vente est pas mal. Dans le sens, moi, je retiens le fait de vendre son entreprise. On passe maintenant à une génération où le marché du travail est quand même en train de se contracter. Garder ses talents, c'est compliqué. Et trouver des bons talents, c'est compliqué. Donc, c'est important de montrer tout ce que l'entreprise peut apporter aux candidats. Là, je parle de façon générale dans l'aspect aussi salarié. Moi, j'ai clairement vu des différences dans des annonces que j'ai moi-même publiées pour la PME dans laquelle je travaillais entre, on va dire, quelque chose de plus formaté, plus classique, et vraiment là où je mettais en avant la culture d'entreprise, ce qu'on amenait, notre histoire, puisqu'on était torréfacteur de café, une histoire familiale, donc on avait beaucoup d'éléments à mettre en avant. Et donc, il faut essayer de se démarquer parce que les gens répondent à plein d'annonces. Donc, c'est important de leur donner envie de travailler avec nous. Et ça va créer un engagement, de leur montrer la culture d'entreprise qu'il peut y avoir. Donc, c'est important, effectivement, de mettre en avant ce que le candidat va retrouver s'il rejoint l'entreprise. Et j'ai gardé cet aspect-là quand j'ai recruté ma bras droit, en mettant en avant, ce que ma toute petite entreprise pouvait apporter à l'autre, quelles étaient mes valeurs, quelle était ma culture d'entreprise, qu'avec moi, on allait bosser en rigolant, en s'amusant. C'est important de diffuser ce genre de choses et c'est important de vendre l'entreprise. Et en plus, on peut croire qu'on travaille dans des entreprises très connues. Pas forcément. Et c'est important de prendre le temps de le présenter et de vendre l'entreprise parce que tout le monde ne connaît pas obligatoirement, je vais peut-être citer un truc extrême, mais un Veolia, un Universal ou ce genre de choses. C'est important de détailler la culture d'entreprise et ce qu'on peut amener à la personne si elle vient travailler chez nous. Complètement. Et du coup, ça m'invite à rebondir sur réfléchir à sa culture d'entreprise. Ouais, complètement. Avant toute chose. Comme tu as dit, la vision, c'est important d'y réfléchir. Qu'est-ce qu'on a envie de faire dans l'entreprise dans les années à venir? Quelles sont les valeurs de l'entreprise? Quelle est notre façon de travailler? Voilà, tous ces éléments-là font partie de la culture d'entreprise. Et effectivement, j'aime bien l'idée de témoignages de gens qui travaillaient. Alors, c'est plus difficile à faire peut-être dans le monde du salariat, mais il faut que le site internet aussi, l'entreprise montre, soit vitrine et montre comment ça se passe vraiment. C'est pas de faire du greenwashing ou du bullshit, pas du tout, mais il faut montrer comment ça se passe une fois qu'on est de l'autre côté, une fois qu'on est dans les coulisses. Clairement. Et ça me fait penser pour justement le côté salariat, le manager qui cherche en fait à recruter pour son équipe. Moi, le petit conseil que je pourrais donner, c'est de ne pas hésiter à aller s'inspirer du monde en ligne. Parce qu'en fait, il y a vraiment, tu disais, parfois, il y a un petit temps d'avance dans le monde en ligne. Complètement, sur les recrutements, complètement. Je trouve quand même c'est intéressant de s'en inspirer. Alors après, on peut pas toujours tout faire parce qu'il y a plus de rigidité parfois sur les systèmes dans une entreprise et c'est ok. Mais prendre un peu d'inspiration, de la même manière, de toute façon, que je trouve qu'un entrepreneur devrait s'inspirer. On l'a déjà dit du monde salarial. Je trouve que c'est hyper intéressant d'aller s'inspirer dans l'inverse. Il y a un entrepreneur qui est parfois décrié, c'est le CEO, le fondateur ou le cofondateur, je crois, de l'entreprise Waalaxy, qui est une entreprise d'automatisation LinkedIn. Voilà, exactement. Et qui a vraiment créé sa culture d'entreprise en mode on travaille à l'objectif et pas à l'horaire, on a les congés illimités. Enfin voilà, il a vraiment cette culture d'entreprise là qui est très extrémiste pour le coup. Et en fait, c'est rigolo parce que quand j'ai appris ça, quand j'ai découvert ça, je me suis dit oui, en fait, il travaille comme un entrepreneur du web, quoi. Oui. C'est-à-dire, nous, c'est vrai, on travaille vraiment comme ça. C'est-à-dire, comme on travaille avec des freelances. Et c'est un très beau challenge qu'il a fait parce qu'il a réussi, en fait, à mettre tout ça avec des salariés. En plus, avec toute la complexité administrative, etc. Du cadre légal, oui. C'est ça, bravo à lui. Mais du coup, quand j'y réfléchis juste en surface, au-delà de tout l'aspect technique, je me dis, nous, c'est ce qu'on fait déjà, quoi. Les freelances, de toute façon, ils ont pas de congé ou congé illimité, ils font bien ce qu'ils veulent. On s'en fiche complètement de s'ils prennent 4 heures ou 15 heures pour faire leur travail tant que le travail est fait. Et du coup, je trouve ça très intéressant pour une entreprise d'aller s'inspirer de tout ça. Il y a forcément le cadre légal derrière qui parfois peut coincer, mais je pense que ça peut apporter pas mal. Ouais,
Rien que moi, j'ai bien vu tout ce que l'entrepreneuriat m'a apporté pendant les 2 ans où j'ai fait les deux en parallèle. Ouais, l'entrepreneuriat en ligne est en avance sur pas mal de sujets, mais comme l'inverse aussi, voilà, les entreprises sont très loin aussi sur d'autres aspects de structuration et tout. Et effectivement, c'est hyper intéressant d'ouvrir un peu son esprit et de regarder ce qui se fait ailleurs ou même si c'est très décrié, ce qui peut se faire aux États-Unis. Voilà, j'ai beaucoup aimé le livre sur la culture Netflix parce que oui, c'est très extrême comme tu dis sur certains points, mais c'est hyper inspirant pour aller de l'avant et se dire qu'il y a des choses qui sont possibles. Donc oui, on peut sortir un peu du cadre un peu trop serré, un peu trop légal au niveau des recrutements si on est salarié, mais vraiment montrer que l'entreprise a quelque chose à apporter et on peut tester et mettre en place pas mal de choses effectivement en s'inspirant de ce qui se passe dans des petites bulles comme ça, comme l'entrepreneuriat. Je te rejoins complètement là-dessus. Du coup, on a recruté notre perle rare. Ça y est, on a trouvé. Et ma dernière question par rapport à ce sujet-là, ça serait le recrutement, on peut se dire qu'il s'arrête là, mais en fait, pas du tout. C'est presque là où il commence. J'exagère à peine. J'exagère à peine. Quels seraient tes conseils pour réussir l'onboarding de la personne du mieux qu'on peut? Parce que souvent on se dit voilà, ça y est, j'ai trouvé la personne qu'il faut et limite, hop, ça y est, je passe à autre chose, je me remets dans ma to-do list et j'avance. Or, c'est la pire chose à faire. Donc, quels seraient tes meilleurs conseils pour onboarder comme il faut la personne qu'on vient de recruter? Et j'allais justement dire, déjà, ne surtout pas faire ça. Ouais, déjà. Surtout pas. Il faut, c'est vraiment nécessaire. Encore une fois, je dis il faut, grosse injonction, mais je l'assume. Il faut prendre le temps d'onboarder la personne, de lui transmettre les choses. Même si on recrute une personne senior, honnêtement, elle va pas pouvoir arriver comme ça sans onboarding, quoi. En gros, on a besoin de temps d'imprégnation. Il y a un temps incompressible sur l'imprégnation et plus on va aider la personne à l'onboarding, plus ce temps d'imprégnation va être court et plus la personne va être efficace dans son travail. Donc, si on recrute, en plus, d'autant plus si on est dans l'urgence, etc., vraiment, c'est le moment de l'aider à 300%. Donc ça, déjà, c'est vraiment le premier point. Même si c'est pas organisé, même si vous avez rien préparé, c'est pas grave, j'ai envie de dire. Mais par contre, prenez du temps avec la personne, faites un premier rendez-vous, donnez-lui chaque aspect, faites des looms ou des petites vidéos, bref, allez-y à fond, quoi. Maintenant, si on veut structurer un peu plus tout ça, l'idée, c'est de s'y préparer un petit peu avant. Pour moi, les quelques indispensables, en fait, idéalement, l'onboarding, il est prêt avant même d'avoir commencé le recrutement. C'est-à-dire qu'en même temps où on fait la fiche de poste... Tu vas aussi loin que ça. Ok. Dans un monde idéal. Je l'ai pas toujours fait. Je donne plusieurs exemples. Le dernier recrutement que j'ai fait chez The Bee Boost, je l'ai fait parce que c'était vraiment un projet qui était prévu et on a pu l'anticiper, donc tout était prêt ou quasi prêt. Après, il y a toujours des choses j'en sais rien, les contrats, les machins, finalisés, mais en tout cas, tout était prévu sur le papier, point 1, point 2, point 3, avant. Là, je suis dans un recrutement un peu dernier moment avec les closers, parce qu'on a eu un départ, etc. Et donc, clairement, oui, l'onboarding n'était pas pris en avance. Donc, dans un monde idéal, c'est bien qu'il le soit. Pensez surtout à capitaliser sur vos onboardings. Là, c'est le premier vrai recrutement que je fais chez cette cliente-là. Donc, pour l'instant, moi, j'ai rien, parce qu'il y avait rien spécifiquement avant. Mais clairement, là, j'ai déjà ma petite fiche avec, OK, d'abord ça, voilà. Donc, capitaliser aussi là-dessus. Les indispensables de l'onboarding, pour moi, c'est réfléchir à tout l'aspect administratif. Donc, contrat, j'en sais rien, clause de confidentialité, etc. 2, réfléchir à tous les accès dont la personne a besoin et réfléchir à comment lui donner ces accès. Quelle est la manière la plus sécurisée pour l'entreprise de le faire et la plus simple aussi. Donc, souvent, on passe par un agrégateur de mots de passe, type LastPass ou Dashlane. C'est le mieux. Il y a parfois des outils où c'est pas trop possible, donc il faut penser à partager directement les mots de passe, etc. Et là, je vous invite vraiment à réfléchir à un petit système de manière à ce que ce soit toujours la même chose pour toutes les personnes, parce qu'on peut vite se retrouver avec 5-6 personnes dans l'équipe et ne plus savoir à qui on a donné quel mot de passe et de quelle manière, etc. Et je peux vous dire que quand il faut les offboarder, c'est le bazar. Je l'ai vécu.
Voilà. Et du coup, ça veut dire rechanger les mots de passe, ça veut dire redonner les nouveaux mots de passe aux autres. Enfin bref, c'est vraiment Couper compliqué. les accès, renommer les accès, ouais. C'est ça. Donc, essayez d'avoir un minimum de petits process là-dessus, d'y réfléchir en tout cas, de se poser, de se dire, OK, comment je vais donner mes accès? C'est quoi la manière la plus efficace et simple pour moi pour donner et enlever un accès? Donc ça, c'est les points un peu technico-techniques, de quoi il a besoin, comment je peux lui donner accès, etc. Idéalement, faire un petit book avec toute la présentation de l'entreprise, même si on est un solopreneur, hein, mais c'est important de dire voilà ce qu'on fait, quel est notre client idéal, comment on travaille, quels sont nos objectifs de l'année, quels sont les projets du moment, etc. Donner en fait un ensemble, une espèce de 360 degrés de la vision de l'entreprise. Même si la personne vient pour intervenir sur un point, elle sera bien plus efficace si elle a l'ensemble en fait du projet. Voilà, et puis ensuite, mettre des objectifs. C'est-à-dire dans un mois, qu'est-ce que j'aimerais que la personne soit capable de faire, dans quoi elle doit être autonome, qu'est-ce qu'elle doit avoir appris, dans 3 mois, dans 6 mois, etc. Ça, c'est super important. Ouais, bah oui. C'est tellement important. Pour la personne qui arrive, elle a besoin d'être très claire sur les attentes de la personne avec qui elle va travailler. Elle sait, poser des objectifs, on en parle partout, tout le temps. Mais au moins, elle est sur des rails, elle a pas de questions à se poser. On clarifie aussi ce qui a été vu pendant l'entretien avant. Ouais, il faut que les attentes soient le plus claires possible. Elle doit savoir ce qu'on attend d'elle, comme tu dis, dans 15 jours, dans un mois, dans 3 mois. Ça permet de enlever toute cette charge mentale, et pour la personne qui recrute, et pour la personne qui arrive. Et pour moi, ça change vraiment la donne dans un onboarding, hein, complètement. Mais oui, ça structure et ça donne un cadre en fait tout de suite. Et c'est vrai qu'en plus quand on arrive en tant qu'indépendant ou enfin nouveau collaborateur, peu importe hein, d'ailleurs le statut, on arrive dans une entreprise, il y a tellement de choses qu'on doit faire que si on n'a pas de guidelines comme ça, on peut très vite se perdre et du coup on est moins efficace et du coup bref, je refais pas le schéma. Donc ouais, ça c'est assez important et se mettre aussi des points, des checkpoints. C'est-à-dire OK, on va se voir à ce moment-là, on va faire le point là-dessus. On va se voir à ce moment-là, on fait le point là-dessus. Et sur les attentes aussi, sur les objectifs, demander l'avis à la personne, c'est-à-dire arriver avec voilà, moi j'aimerais que dans un mois tu sois capable de ci de là, mais lui dire est-ce que tu t'en sens capable? Est-ce que c'est OK pour toi? Parce que ça va dans les deux sens. Il faut vraiment que aussi la personne, elle a ses compétences, elle connaît aussi son métier, même si elle connaît pas encore l'entreprise, et elle doit être capable normalement de dire alors oui, là par contre tu t'es un petit peu emballé. On va peut-être y aller mollo là-dessus, mais par contre ça, je pense que je peux le faire plus rapidement, etc. Ne surtout pas donner toutes les tâches d'un coup. Si, par exemple, j'en sais rien, vous recrutez un content manager, quelqu'un qui va vraiment vous aider sur l'intégralité du contenu, je pense articles de blog, Pinterest, Instagram, montage, bref, vraiment quelqu'un qui va faire presque un temps plein là-dessus, en tout cas un joli part-time sur l'entreprise. Honnêtement, ne lui confiez pas tout d'un coup parce que c'est le meilleur moyen pour perdre la personne et qu'elle prenne aucun repère et qu'en fait elle en puisse plus. Vraiment décharger petit à petit, vous allez garder une partie des tâches encore un moment et puis au fur et à mesure, elle va ajouter, vous allez pouvoir décharger au fur et à mesure. Voilà, et puis se rendre disponible. J'ai envie de dire, dernier point indispensable, c'est se rendre disponible, c'est-à-dire savoir que pendant X temps, et notamment la première semaine, ne pas hésiter à être full dispo. Et prévoir aussi des moments de feedback. Bon, en fait, je pourrais dire tellement de choses. Ah oui, non, mais comment dire, on pourrait faire tout un épisode là-dessus. C'est là que ça commence, en fait. C'est vrai, hein, c'est là que ça commence parce qu'il y a plein de choses à penser, à imaginer. Mais en tout cas, sur un minimum, c'est rester disponible, fixer des objectifs et penser à toute la partie un peu technico-technique. Et puis capitaliser à fond sur tout ce que vous faites parce que de toute façon il y en aura d'autres des recrutements, même si aujourd'hui on a recruté le content manager et que demain on recrute un poste complètement différent, c'est pas grave, il y a plein de choses qu'on pourra reprendre en fait. La matière est là, complètement. C'est ça. Oui, après, comme tu dis, on pourrait faire tout un épisode, voire plusieurs là-dessus, puisque c'est là où le management de la personne commence complètement. Voilà. Effectivement, se rendre disponible la première semaine et même ne pas hésiter à être proactif, à aller chercher l'information. C'est pas parce que la personne reste dans son coin. Il y a des personnes aussi qui osent pas forcément poser des questions ou appeler à l'aide, etc. Il faut se montrer disponible, mais aussi proactif là-dessus et ne pas hésiter à faire des pas
vers la personne, s'assurer que tout soit OK, du moins la première semaine, quitte à le faire plusieurs fois par jour. Voilà. C'est hyper, hyper important. Et j'ai envie de dire aussi, autre point, indispensable en management, outil indispensable, le feedback. On a tendance à faire des feedbacks seulement négatifs ou correctifs. En fait, quand on onboard une personne, alors c'est vrai aussi tout au long de la collaboration, mais plus tout particulièrement oui. quand on onboard une personne, c'est hyper important de faire des feedbacks positifs. Non pas pour dire à la personne qu'elle est géniale, mais pour qu'elle sache en fait qu'elle puisse ajuster les tâches en fait qu'elle réalise par rapport à vos attentes. Parce que si elle ne sait que les choses qui sont pas bien, ben en fait elle sait pas où est le curseur complet. Donc l'idée c'est vraiment de lui donner le curseur complet, ce qui est bien, ce qui est moins bien, ce qui est à améliorer, ce qui est à jeter. Et en fait, si vous prenez le temps de faire ça, vous allez avoir un collaborateur qui va vous vendre enfin c'est pas qu'il vous vend du rêve, c'est qu'il vous livre du rêve. Oui. Et honnêtement pour l'avoir vécu, mais c'est magique. C'est comme un cadeau tous les jours quoi. C'est quand on a un collaborateur qui a compris nos attentes parce qu'on a pris le temps de lui faire le feedback. Ben en fait, non, c'est incroyable. Je l'ai vécu personnellement dans mon entreprise. Alors, je l'ai vécu pour les entrepreneurs que j'accompagne, mais aussi pour moi. Et je dois dire que cette espèce de plaisir de recevoir, moi par exemple, c'était les posts Instagram, mais c'était genre comme s'il y avait le Père Noël qui me livrait chaque semaine. C'est le cadeau du jour. C'est ça. Qu'est-ce que je vais découvrir aujourd'hui? Ouais, je te rejoins complètement. Ouais, c'est génial ça. C'est une sensation indescriptible. Ouais, on est tellement content de la relation qui se crée après et tout, et effectivement d'avoir quelqu'un, même de voir quelqu'un qui fait mieux que nous, c'est génial. Ah bah oui. Et alors là, dernier point, on est au-delà de l'onboarding, mais du coup j'anticipe quand même, c'est-à-dire justement une fois qu'on a atteint ce niveau-là, c'est-à-dire que la personne est autonome et on a atteint plus ou moins les objectifs avec elle, capitaliser sur son travail, c'est-à-dire mettre en place des process, faire de la documentation, etc. Parce que en fait c'est exactement ce que tu dis. L'idéal c'est de recruter quelqu'un de plus compétent que toi. Donc, du coup, toi, tu vas perdre un peu cette compétence. Donc, en tout cas, tu vas plus progresser dedans. Donc, la personne va clairement dépasser la compétence que tu avais initialement. Et en tant que solopreneur, notamment, tu peux parfois devoir reprendre cette tâche-là. Soit parce que la personne part en vacances, soit parce qu'elle s'en va et que c'était pas anticipé, soit parce que, malheureusement, je le souhaite pas, mais c'est une réalité dans le soloprenariat, le budget ne suit plus et donc on a besoin de rétrograder l'équipe parce que c'est quelque chose qui coûte très cher. Et quand on a délégué pendant 8 mois, 1 an, 6 mois, une tâche et qu'on n'a pas pensé à documenter, à processer, et ben quand on se retrouve avec ça sur les bras et que ça fait 8 mois qu'on n'a pas pratiqué, ça fait mal. Voilà. Donc voilà, c'est au-delà de l'onboarding, mais c'est quelque chose aussi à penser sur le long terme, moyen, long terme avec la personne. Ouais, super tips aussi, parce que c'est vrai qu'après tout roule et donc on prend pas forcément ce réflexe-là, et même on n'a pas forcément envie de le prendre, très clairement, oui. Si on n'est pas process. Et effectivement, on peut se retrouver un peu le bec dans l'eau une fois que la personne, comme tu dis, elle peut aussi se péter le bras, elle peut tomber malade. Enfin, il peut y avoir des aléas de la vie qui font que on doit impérativement, soit dans le salariat, comme on dit, doubler un peu les postes ou faire des tutos process, et même dans le soloprenariat, effectivement, d'avoir tout écrit à certains endroits au cas où la personne soit indisponible, ou on recrute une personne qui reprend le relais. Enfin, peu importe, ça peut être dans tous les sens. Mais ouais, très bon tips aussi. Mais je pense que c'est une responsabilité que tu peux confier à ton collaborateur, c'est-à-dire lui dire voilà, en fait, maintenant que c'est bon, que tu as un peu toutes les clés, à toi de documenter le tout, de mettre à jour. Et ouais, tout à fait. Bah écoute, merci beaucoup. J'ai encore 2 petites questions pour toi. Je t'en prie. Donc la première, est-ce qu'il y a une question que j'aurais pu te poser mais que je ne t'ai pas posée sur ce sujet-là et que tu aurais aimé aborder? Ouais, non, je pense qu'on a vraiment balayé. On a vu pas mal de choses. Ouais. Est-ce qu'il y a une ressource, un livre, un podcast, une chaîne YouTube, peu importe, un entrepreneur à suivre sur les thématiques, voilà, délégation, recrutement, management, que tu conseillerais, qui toi a pu te marquer, t'a beaucoup aidé et que tu aimerais conseiller aux autres? Ah, c'est une bonne question. C'est vrai que tu me l'avais envoyé et que je l'ai pas, je l'ai pas potassé, tu l'as pas travaillé. Je l'ai pas potassé, mais c'est pas grave, ça va sortir tout chaud. Alors, mais en fait, je crois pas. J'ai pas vraiment de ressources qui moi m'ont donné vraiment un déclic sur cette thématique-là. Par contre, comme je disais tout à l'heure, je m'inspire beaucoup de ce que font les autres sur le recrutement. Donc c'est pas une ressource en particulier, mais moi je vais avoir tendance à régulièrement analyser
analyser ce que font les autres. Voilà. Après des podcasts ou autres sur le sujet, bon, il y a mon podcast, il y a plein de sujets sur le recrutement que je vous conseille. Ah vas-y, dis le nom, fais ta pub. Hein. Vas-y, profites-en. Mais notamment l'épisode avec Marc de Marketing Mania, qui est du coup le directeur des opérations de Marketing Mania, avec qui on a beaucoup parlé de recrutement dans cet épisode. Donc vraiment, c'est un épisode que je vous conseille parce qu'il y a plein de pépites dedans. Il donne plein de tips et astuces. Voilà, parce que, je l'ai cité tout à l'heure. Hein. Ouais, j'avais adoré cet épisode. Je le mettrai dans les notes de cet épisode qu'on fait ensemble. Ouais, je mettrai le lien directement pour que les gens puissent cliquer dessus. Il était super cet épisode, ouais. Ouais, ça fait partie des ressources sympas sur le recrutement. Et alors un livre que je n'ai jamais lu, donc je le conseille pas forcément, mais je sais que c'est une ressource de Stan, donc qui est Who. W-H-O, donc qui en anglais, qui l'a énormément inspiré lui pour faire ses recrutements. Donc c'est un peu la source, la source de la source. Ok. Voilà. Ah bon, on va essayer de le retrouver et le mettre aussi dans les notes. Super, génial. Voilà pour les petites ressources. Ok, merci beaucoup Sonia. Maintenant c'est ton espace à toi où tu vas pouvoir parler de toi, de ce que tu fais. Où est-ce qu'on peut te retrouver si on veut te suivre, te contacter, etc. Où est-ce que tu es? Où est-ce qu'on peut te contacter? Écoute, le mieux c'est Instagram parce que je publie pas forcément de publications, j'ai un peu abandonné cet aspect-là, mais j'y suis tous les jours. Je papote souvent en story et c'est vraiment le meilleur endroit si on veut venir parler avec moi et connecter en direct. Je suis aussi un peu présente sur LinkedIn, mais voilà, le mieux du mieux, c'est Instagram. Et puis là où je propose du contenu, c'est le podcast. Donc le podcast Système et compagnie, et Instagram sonia.lerambourg, et exactement pareil pour LinkedIn sonia.lerambourg. Voilà. Ok, pareil. Tous les liens seront dans les notes de cet épisode. Mais écoute, merci beaucoup Sonia. Effectivement, ça a été un épisode très riche en conseils, en astuces, en ce qu'il faut faire, ce qu'il faut pas faire. Je pense que les auditrices et les auditeurs savent à peu près comment réussir son recrutement, sa délégation, son onboarding. Merci beaucoup pour tout ce que tu as livré. C'était full valeur, j'ai adoré. Et effectivement, ce ping-pong entrepreneuriat, côté salarié, voilà, ça a apporté plein de choses. Donc, je suis ravie. Merci beaucoup de nous avoir accordé ce temps-là. N'hésitez pas à suivre Sonia sur Insta, sur LinkedIn. C'est une personne en or, donc je suis ravie de t'avoir reçu aujourd'hui. Et je dis donc à tout le monde, à la semaine prochaine pour un prochain épisode. Merci tout le monde. J'espère que cette interview t'aura aidé à réfléchir et à structurer ton futur recrutement et ta future délégation. Si tu veux aller encore plus loin et que tu veux gagner du temps, n'oublie pas qu'il y a mon offre Délégation Express qui est là pour ça. Avec Délégation Express, je t'aide à recruter ton futur allié business en moins de 5 jours. Oui, tu as bien entendu. Je te mets à disposition en fait tous mes process de recrutement. Que ça soit le choix des tâches à déléguer, je vais t'aider aussi à faire une fiche de poste en moins de 15 minutes. Tu auras aussi tous mes templates d'annonces pré-remplis pour te faire gagner un max de temps. Je te donne aussi toutes les questions ou exercices que tu peux poser à la personne que tu souhaites recruter, aux différents candidats. Tu verras, il y a une base de données de plus de 50 questions et exercices triés par personne et par profil recherché. Et enfin, je te donne tous mes meilleurs conseils pour préparer l'onboarding de ta nouvelle recrue. Tout ça, c'est disponible dans Délégation Express et je te mets le lien directement dans les notes de cet épisode. Et sur ce, je te dis à la semaine prochaine. Je te remercie d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si tu l'as apprécié, je t'invite à t'abonner sur ta plateforme préférée et à me laisser un commentaire 5 étoiles. On se retrouve au prochain épisode pour parler management et leadership.